France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 pour cette dernière semaine du LGF avant les vacances. Et d'ailleurs sachez que pendant les vacances, eh bien le LGF sera en mode best-of, meilleur moment voilà, de toute une saison du Grand Forum pour cette dernière semaine. Donc avant les vacances, aujourd'hui pour m'accompagner, un duo de mâles, Yasser Louati qui est avec nous. Comment il va Louati? Lundi c'est Louati, ça va Yasser? Bien toi Christophe, bonjour tout le monde. Accompagné de monsieur Jean-Marc Zébellus, notre expert en immobilier. Bonjour Yasser, bonjour à tous les auditeurs et auditrices, bonjour Christophe. Alors, le programme de monsieur Louati, la vie tranchée à 17h sera... La vie tranchée, c'est pour donner rendez-vous à la rentrée. Ah, très bien, d'ores et déjà. D'ores et déjà, oui. Une rentrée riche, en mobilisation et en lutte. Oui, voilà, fais gaffe avec le mot riche. Ton avis tranché, mon cher Jean-Marc? Ça va être trop d'argent dans le foot. Ah, tu vas nous parler de Neymar? Non, je veux pas parler spécialement de Neymar, je veux parler de comment les choses se passent un peu, tout cet argent, cette manne financière, qui est pas toujours faite dans une moralité dans une période de crise. Et puis, mon coup de cœur, ce sera sur cette initiative de vouloir permettre d'accéder aux femmes qui ont un congé parental, d'avoir un diplôme dans la petite enfance, bien sûr, si elles le souhaitent. Très bien. T'as un coup de cœur, mon ami Yasser? On verra. D'accord, ok, donc on réponse tout à l'heure. Alors, parmi les sujets que nous allons évoquer ensemble avec vous, chers amis auditeurs, la possibilité aussi d'appeler au 01 40 33 9000 via le hashtag LGF sur Twitter. Et aussi sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. On va évidemment parler des violences au Proche-Orient et cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit ce soir après les affrontements du week-end autour de l'esplanade des mosquées de Jérusalem. Et on se posera la question, l'ONU sert-elle encore à quelque chose? On parlera aussi du Maroc et des suites de la manifestation du 20 juillet dernier, puisque Reporters sans frontières dénonce des procédures contre des journalistes. On a tout fait pour les empêcher de faire leur travail visiblement. On en parlera avec vous sur les suites donc de cette manif du 20 juillet dans le nord du Maroc. Et puis la moralisation de la vie publique en France. Les députés se penchent sur le texte à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir que ce texte provoque des remous chez certains, notamment des députés socialistes. On écoutera ça tout à l'heure. Bienvenue à vous, c'est le Grand Forum LGF en mode mois de juillet, là, bientôt les vacances, tranquille, installé avec vous, tranquille, et je vous fais découvrir un nouvel extrait du nouvel album d'un duo de rappeurs de Toulouse, Big Flo et Oli sur France Maghreb 2. Le titre c'est Je suis. Big Flo et Oli à l'instant sur France Maghreb 2, super titre extrait de leur tout nouvel album, ces rappeurs toulousains. Le titre Je suis. Dans un instant, nous sommes bien là avec vous jusque 18h30 avec Yasser Louati et Jean-Marc Zébellus. LGF, le Grand Forum, on est là messieurs dames en ce lundi 24 juillet, j'espère que tout va bien pour vous. Ça sent a priori chez beaucoup d'entre vous les vacances, là il y en a qui sont déjà partis bien entendu, et d'autres qui se préparent à partir, quoi qu'il en soit. Bonnes vacances à tous et profitez-en bien, d'autant plus que il va falloir bien se reposer parce que la rentrée risque d'être rude. C'est ce que va tenter de nous expliquer tout à l'heure Yasser Louati au travers de son avis tranché à découvrir donc à 17h. Un autre avis tranché, celui de Jean-Marc Zébellus tout à l'heure un petit peu plus tard, donc à découvrir sur France Maghreb 2. Alors on va parler de quoi maintenant pour commencer de cette réunion du Conseil de sécurité à l'initiative d'ailleurs de la France, sachez-le, qui est prévue ce soir pour discuter des violences, au pluriel d'ailleurs, meurtrières entre Israéliens et Palestiniens après l'installation de portiques de sécurité sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, tandis que l'émissaire du président américain pour le Proche-Orient est en route ce lundi pour Israël. Des tensions qui ont débordé hier soir, notamment en Jordanie, pays gardien des lieux saints musulmans de Jérusalem. L'ambassade israélienne a été le théâtre dans la soirée d'une fusillade qui a fait 2 morts, un Jordanien et l'assaillant garde israélien a été blessé. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'ONU dénonce, l'ONU essaie, mais l'ONU ne représente rien. Et à cette question, Yasser, à quoi sert l'ONU? À rien. Ouais. Force est de constater. Tu l'as dit dans l'introduction. Une réunion pour discuter. Ouais. Il y a un moment, il faut arrêter. Me dire, on va encore discuter pour faire une prochaine réunion. Combien de résolutions de l'ONU ont été bafouées? On sait très bien de quel côté se trouve le tort.
Et maintenant, on vient et la France veut faire semblant qu'elle joue encore un rôle. Non, la politique israélienne est activement et pas passivement, activement soutenue par les puissances occidentales, qui incluent bien sûr l'Europe et les États-Unis. Et d'ailleurs, j'aimerais d'ailleurs juste citer Edward Said là-dessus, où il dit que l'amitié, ou plutôt le lien, le soutien qui s'exprime vis-à-vis du sionisme et qui par les Européens vient du fait que le sionisme est une idéologie européenne. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un soutien qui est permanent et qui est inconditionnel. Donc maintenant, que fera la France ? La France ne fera rien et l'ONU ne servira absolument à rien. Donc une réunion pour rien. Non, c'est une réunion qui servira à faire des communiqués de presse et des photos, c'est tout. Ah, il faut quand même remonter, on va essayer d'analyser les choses en profondeur, parce que bon, on va pas faire de l'analyse comme ça abrupte sans rien derrière. Il faut quand même remonter au voyage de Donald Trump en Arabie Saoudite. Et on s'aperçoit que ce voyage a déclenché bien des conflits, notamment entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, enfin l'Arabie Saoudite et les différents pays autour et le Qatar. Trump qui est parti bien récompenser quelque peu Israël suite au gros contrat qu'il a réussi à faire signer à l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, il avait dit, je vais les plumer, les Saoudiens. C'est pas un contrat, on lui a donné de l'argent. Voilà. D'accord, mais on lui a donné de l'argent au travers de contrats aussi. Non, c'est plutôt on lui a donné de l'argent. Je vois pas ça comme étant un contrat. Ça consiste à ce qu'il y ait deux personnes qui soient d'accord sur un objet bien précis. Là, c'est pas le cas. Là, il a demandé tout autant au Qatar qui a refusé, disant que le budget ne le permettait pas. Donc, le mot contrat, je pense qu'il n'est pas bien à propos. Il est parti puiser dans les caisses et des réserves pour pouvoir assurer entre guillemets une certaine soi-disant simulacre de sécurité et aussi créer des hostilités dans la région. Voilà, alors ça, pour le coup, ça a plutôt bien marché, puisqu'il est parti ensuite, vous savez, après l'Arabie Saoudite, il est parti en Israël. Et il a distribué visiblement et augmenté l'aide américaine, un petit bonus, un petit cadeau comme ça. Plus de 70 millions. C'est un petit argent sympa, Yasser et Jean-Marc. Et donc alors ces violences qui ont commencé en semaine dernière, on va dire, avec cette décision israélienne donc de fermer purement et simplement la mosquée d'Al-Aqsa, puis une réouverture partielle, l'installation de portiques de sécurité détecteurs de métaux, ce qui a fortement énervé les fidèles, et pour cause. Et vendredi dernier, c'était l'interdiction à tout homme de moins de 50 ans de pouvoir accéder à la mosquée Al-Aqsa. Ils sont en train de faire monter une tension extrême dans les territoires occupés, et sans que personne ne bouge. Moi, c'est à chaque fois... J'avais utilisé un terme pas approprié, mais à chaque fois on constate que dans cette région et que dans ces territoires en particulier, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans qu'il y ait ne serait-ce que un petit rappel à l'ordre, ou peut-être essayer d'utiliser la pression diplomatique. Rien n'y fait, tout le monde est complice quelque part. Finalement, tous ces pays, que ce soit la France, les États-Unis et les pays arabes, sont complices de la situation des Palestiniens, de l'inaction qui est faite pour que les problèmes des Palestiniens s'arrangent, qu'ils essaient d'avoir une petite éclaircie. Ce n'est pas des éclaircies que connaissent les Palestiniens depuis 50 ans, ce sont des orages. Et ils sont violents. J'irai plus loin. Je dirais même pas que ce sont des complices. Je dirais que ce sont des instigateurs. Ce sont des instigateurs, c'est eux qui créent tous ces problèmes, et derrière l'État d'Israël se sent fort et se permet tout, puisqu'on leur donne un blanc-seing. On leur donne un blanc-seing, ils se sentent forts, ils se permettent de tout, à toucher les gens même dans leurs intimes convictions. Donc à un moment donné, ça pourra pas durer, quoi qu'il en soit, parce que l'injustice, c'est même pas une question de religion, de quoi que ce soit. On est en train de toucher à la dignité humaine. On est en train de créer un génocide vis-à-vis de ce peuple, et ce qui est vraiment dramatique, et avec toujours le blanc-seing des grandes puissances. Génocide, le mot est fort, Yasser. Quand on pense à Sabra Shatila, oui. Ouais. Quand on pense à la Nakba, oui, parce qu'il y a eu épuration ethnique. On a littéralement vidé une terre de ses habitants pour les remplacer par d'autres populations. Il y a des gens qui ont quitté leur village, et en revenant, il y avait un village juif à la place.
Donc, veut dire à un moment, on peut plus non plus se cacher derrière son petit doigt, surtout en oblitérant l'histoire, en oubliant ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, et est en lien direct avec ce qui se passe depuis plus d'un siècle. L'entreprise coloniale israélienne n'est pas nouvelle. Non, elle n'est pas nouvelle, mais elle perdure et en plus elle prend du galon parce que à chaque fois ils augmentent tranquillement la construction de nouveaux logements et la situation, j'allais dire, devient de plus en plus dramatique. Alors, il y a qu'à prendre une carte et comparer un peu. Pourquoi j'utilise le mot génocide? Parce que, comme il vient de dire si bien Yasser, on parle carrément de d'épuration ethnique, on parle carrément d'enlever un peuple sur sa terre, ce qui est différent du crime contre l'humanité. Là, on veut le faire disparaître, carrément. Et ça, c'est un génocide, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, il y a un État très fort qui n'est pas du tout démocratique, à voir par ses exactions, à voir par les privilèges accordés aux gens qui sont d'une confession juive par rapport aux autres. Donc, à un moment donné, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Alors, il faudrait peut-être aussi qu'on parle un peu, si vous voulez bien, de ces pays arabes qui, eux, sont vraiment, à mon sens en tout cas, vraiment des gens qui auraient pu faire changer la situation au Proche-Orient s'ils avaient ne serait-ce qu'un peu d'humanité et surtout de compassion pour le peuple palestinien, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont de moyens de faire pression, ils ont, vous savez, l'Arabie Saoudite, le pétrole et compagnie. Donc, et au contraire, au lieu de voir une petite solidarité avec les Palestiniens, c'est de la traîtrise que l'on peut voir au quotidien les concernant. C'est essayer justement d'aider l'occupant à occuper plus et en donnant quasiment la balle. Quand on voit le comportement de l'Arabie Saoudite, pour ne citer que, c'est absolument scandaleux de voir cette politique qui est menée, alors que on peut dire que le Qatar c'est un peu différent, parce que le Qatar quand même apporte une certaine aide aux Palestiniens. L'Arabie Saoudite, rien, nada. Au contraire, c'est justement tout contre les Palestiniens. De quel œil tu vois ça, Yasser, toi? L'Arabie Saoudite et les pays de la région n'aident même pas leur propre population. Ils n'ont même pas la légitimité pour gouverner ces pays-là. Comment veux-tu qu'ils aillent à l'encontre d'agendas qui sont beaucoup plus légitimes que les leurs? Mais ils ont le moyen de pouvoir aider les Palestiniens, on est d'accord là-dessus? Oui, mais les moyens sont dépensés ici aux Champs-Élysées avec les prostituées et les casinos à Enghien. Donc on sait très bien à quoi servent ces moyens-là. Donc l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, dans la majorité, la question palestinienne, ils en veulent pas. Ils en veulent pas, sinon ils auraient agi depuis bien longtemps. Ouais. Mais en fait là, c'est qu'on continue en fait à rêver d'une prise de conscience de gouverneurs qui sont eux-mêmes pas légitimes à leur place. Comment veux-tu qu'ils aillent à l'encontre de ceux qui les ont mis au pouvoir? Veut dire que serait un dirigeant arabe aujourd'hui sans la bénédiction des États-Unis ou des puissances occidentales? Donc comment veux-tu que ce gouverneur ou ce président ou ce roi aille contre ou se lève contre les ambassades américaines sur place et le département d'État, sachant que lui-même leur doit tout? Et l'argent ne leur achètera pas une légitimité. Au contraire. Mais quand je vous écoute, finalement, on a l'impression que le sort des Palestiniens est scellé, il n'y a plus rien à faire. Non, le sort des Palestiniens n'est pas scellé puisqu'il y a un soutien populaire à travers le globe. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Ouais. On le voit encore avec l'ampleur prise par le mouvement BDS. Ouais. On sait très bien que si on veut faire taire les mouvements de résistance ou de soutien à la Palestine et qu'on veut les censurer, c'est bien qu'on craint que leurs paroles soient entendues. Or, malgré la censure, malgré la répression, ils sont toujours présents. Les manifestations en soutien à la Palestine mobilisent toujours. Les organisations qui lèvent des fonds pour la Palestine trouvent toujours des fonds. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore l'infrastructure nécessaire pour transformer ce soutien populaire en politique étrangère. Et c'est pas pour prêcher pour ma propre chapelle. Ce que j'avais entrepris avec mon voyage à Los Angeles, c'était justement de développer une politique étrangère indépendante de celle des États. Ça veut dire une diplomatie populaire, parallèle. Exactement, une diplomatie parallèle qui contourne l'autorité de l'État à domicile et promeut justement un agenda différent. Je suis désolé, la France n'a pas le monopole des relations internationales. On peut nous faire taire ici en France, mais on ne nous fera pas taire si on se présente dans les institutions internationales et si on fait un tapage sur la presse internationale. Donc c'est pour ça, encore une fois, le mythe de gouvernements qui vont soutenir la Palestine, on doit l'oublier. Ce qui compte maintenant, c'est qu'il y ait des solidarités entre les populations qui prennent à cœur
la question palestinienne et qui sont prêts à aider. La solution ne viendra jamais des gouverneurs, encore une fois, puisque aucun d'entre eux n'est légitime. Tu partages cet avis, Jean-Marc ? Oui, tout à fait. Il suffit de regarder comment ça s'est passé en Afrique du Sud. Voilà. C'était des terroristes. Tous ceux qui soutenaient pour les boycotts et tout, on a eu pas mal de problèmes. Et puis à la fin, on se rend compte que c'est le mouvement populaire qui a permis aussi, qui a fait en sorte qu'il tergiverse et que tout le monde revoit son jugement. Et Nelson Mandela a dit, tant que la Palestine n'est pas libre, le monde ne le sera pas. Ouais. Donc moi je partage tout à fait cet avis, parce que ce sont des êtres humains qui ont droit aussi d'avoir leur propre État, qui ont aussi le droit de décider. Maintenant, si les différents gouvernements qui sont de connivence entre eux, et même j'irais même plus loin en disant que s'ils veulent se débarrasser des Juifs et qu'ils pensent qu'ils se débarrasseront d'eux en les mettant là-bas, c'est un mauvais calcul. Mais est-ce que vous êtes aussi vous joignez, j'allais dire, à ce cri d'alerte qui est lancé par quelques personnalités je pense par exemple sur Twitter, je sais pas si tu as vu Yasser, Charles Anderlin, qui parle de tensions extrêmes, de risque à ce que ça dégénère dans toute la Palestine, et il craint finalement le débordement comme on a pu le voir. Je pense aussi à mon ami Ziad Medouk qui, dans la bande de Gaza, parle d'une situation mais que la bande de Gaza n'est jamais connue finalement. On avait parlé donc de 2014 et de cette tuerie pendant 2 mois et demi, et de ces 2500 morts, dont 700 enfants. 700 enfants, oui. Et on avait commencé à parler de reconstruction, et au contraire, c'est à chaque fois de moins en moins de choses. L'électricité, par exemple, il y a peu là, très récemment, a été réduite quasiment de moitié. Ils ont à peine 2 heures par jour d'électricité. C'est invivable. Si vous y rajoutez la pollution, si vous rajoutez l'eau non potable, la chaleur écrasante qu'il fait en ce moment. Voilà, nous quand il fait 35 degrés à Paris, on est là à se plaindre. Mais la situation des Gazaouis, par exemple, n'a rien à côté de nous, quoi. Je veux dire, eux, ils ont de quoi vraiment se plaindre, et pourtant on les entend pas, et pourtant ils continuent d'être debout et courageux. Quelle leçon donne ce peuple palestinien au monde ? Vous n'êtes pas d'accord ? Si. Tout à fait d'accord. Et là, maintenant, il faut qu'il y ait une prise de responsabilité au-delà de la satisfaction de voir les manifestations se remplir, etc., et les partages de statuts sur les réseaux sociaux. C'est vraiment que la Palestine dépend de chacun d'entre nous. Et ça représente aussi bien une question coloniale qu'une question d'armement, qu'une question de surveillance, de militarisation et de pérennisation des politiques occidentales. Donc là, Israël représente véritablement illustre dans sa manière la plus brutale ce que l'Occident a pu faire à travers les derniers siècles. Et donc, ce qui se passe en Palestine se transforme, s'exprime toujours ici à domicile, puisque Israël exporte ses moyens de répression, son savoir-faire, exporte ses armes, exporte ses moyens de surveillance générale. Et où est-ce qu'on les applique ? Ici en France. Et je ne sais pas si tu as vu, Jean-Marc, ils ont inauguré il y a quelques jours un endroit où les touristes peuvent venir s'exercer à tuer du Palestinien. Avec les militaires, ouais. Oui, c'est une base de loisirs. Une base de loisirs. Transformée justement en parc d'attractivité pour permettre de voir ce qui est capable de faire l'armée, quelle est la toute-puissance de l'armée. C'est une grosse propagande et c'est aussi une grosse provocation. Ouais. Alors, Jean-Marc, par rapport à ce que disait Yasser, par exemple, pour ce qui est des manifestations pro-palestiniennes, Yasser, là où je suis un peu plus réservé que toi là-dessus, c'est que ces manifestations pro-palestiniennes, elles sont étouffées parce que de moins en moins de monde y vont. Ou alors, il faut attendre, j'allais dire, des périodes comme on a connu en 2014 pour qu'il y ait des milliers de personnes dans les rues à Paris. Aujourd'hui, tu fais une manifestation pro-palestinienne, t'as à peine 200 personnes. Oui, le problème c'est que quel est le but des manifestations, encore une fois ? Est-ce que c'est seulement de défiler, de crier vive la Palestine, ou est-ce que ces manifestations ont pour but d'aboutir sur des initiatives politiques ? Une initiative politique serait mieux. Exactement. C'est encore une fois une manifestation dans la rue. S'il n'y a pas une initiative politique derrière, pour moi, ce n'est que du fanfaronnage. C'est bien pour s'exprimer, pour se rassembler, mais encore une fois, quand je parle de ces manifestations, bien sûr, je pensais à celle de 2014, je pensais à celle qu'on avait voulu interdire, je pense encore aux personnes qui se sont fait gazer dans la mosquée d'Evry pendant qu'Emmanuel Valls y donnait un discours parce qu'ils étaient contre l'interdiction qu'il avait exprimée, qu'il avait donné sur
concernant la manifestation pro-palestinienne. Encore une fois, le soutien, il est là. En prétextant d'ailleurs que dans ce genre de manifestation, on entendait mort aux juifs. Oui, sauf que c'est pas vrai. D'une, c'est pas vrai, mais par contre, j'aimerais bien qu'on aille voir dans les forums sionistes le mort aux musulmans, c'est quand même monnaie courante. Donc, à un moment, il faut arrêter de se moquer du monde. Par contre, là, encore une fois, le soutien à la Palestine ne peut pas s'arrêter à un ressenti ou à des manifestations. On sait que la cause est populaire et que Israël est hautement impopulaire. Il n'est soutenu que par des élites qui sont elles-mêmes déconnectées des populations en règle générale. Donc, encore une fois, le soutien populaire est là, mais il n'a pas le levier politique qui peut servir justement à désenclaver Gaza et à aider le projet d'État palestinien. Est-ce qu'il faut, alors c'est très intéressant, est-ce qu'il faut aussi, à l'image de quelques personnes qui l'avaient confié ici, je pensais à un auditeur qui s'appelle Abdel qui avait dit, mais les Palestiniens, il faut qu'ils soient armés pour se défendre. Et des pays pourraient armer les Palestiniens. Est-ce que c'est la solution là aussi ? Non, là je pense que là ça serait mettre la charrue avant les bœufs puisqu'il n'y a pas encore de projet politique. Ouais. Déjà qu'ils se mettent d'accord entre la soi-disant autorité palestinienne et le Hamas, mais encore une fois, la victoire elle ne sera que politique. Et la victoire, en tout cas, ça en est une, puisqu'on rappelait ici même sur cette antenne la semaine dernière que ça fait 3 ans que la Palestine est membre de la CPI, et Mahmoud Abbas n'a déposé aucune plainte en 3 ans. Il a fallu attendre mercredi dernier pour que une quarantaine d'avocats ainsi qu'une cinquantaine d'associations palestiniennes puissent et ont déposé mercredi dernier à La Haye une plainte pour 3 plaintes je crois, crimes de guerre, colonisation, etc. Donc voilà, là aussi la victoire elle vient de là, de cette population qui a décidé maintenant de ne plus attendre les décisions politiques de ce président illégitime, car il l'est, Mahmoud Abbas, pour tout simplement il n'est pas président, organiser. il est assis sur un siège. Oui, non mais il est plus président, il est plus président depuis 2008. Voilà. Donc voilà, là aussi c'est attendre de la société civile palestinienne qu'elle puisse s'organiser, développer un projet et essayer de s'unir, parce que c'est vrai qu'on peut parler aussi de division, c'est sur ça aussi que ce pari et joue l'occupant. Jean-Marc. En fait, c'est très délicat. Il y a forcément, Israël crée forcément des dissensions entre les différents partis politiques, et ils ont du mal politiquement à s'unir, à avoir une vraie force. Parce que en fait, il y a des partisans pour, contre le Hamas et tout, etc. C'est tout un melting pot, tout un mélange. Et aujourd'hui, Mahmoud Abbas, qui n'a plus de pouvoir, mais qui représente, qui a une certaine notoriété, qui a un certain passé, un certain vécu, est toujours utilisé comme une référence. Peut-être aussi parce qu'il n'a pas su prendre des positions suffisamment dures contre Israël, qui fait qu'aujourd'hui, les autres l'essayent de prendre en référence. Ce qui est très grave, c'est que là, on est carrément dans une manipulation interne et externe de la Palestine. Politiquement, tout ça, c'est de la manipulation. On empêche à ce peuple de revendiquer ce que lui est dû devant les différents tribunaux, devant les différentes institutions que eux-mêmes n'ont pas envie de saisir cette problématique de génocide. Alors, la réunion donc aura lieu ce soir, vous l'avez compris, une réunion qui servira absolument à rien si ce n'est des communiqués, mais la situation ne changera pas, et l'occupant continuera évidemment d'occuper et d'être extrêmement agressif, irrespectueux, et tout ce qui va avec évidemment vis-à-vis des Palestiniens. Mais bon, il était bon en tout cas de rappeler, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment. Vous avez quand même un air d'optimisme sur une amélioration de la situation, j'allais dire d'extrême violence qui perdure, ou on va aller crescendo comme ça doucement vers un embrasement? Yasser? Franchement, pour moi la situation peut s'embraser à tout moment. Ouais. C'est fragile. Mais le problème, c'est que ça va s'embraser, mais encore une fois, c'est les Palestiniens qui paieront à leur tribut. Bah, évidemment. Jean-Marc, pareil. Ben oui, forcément. Et puis quand on sait que la population, elle est très très jeune, la majorité ont moins de 20 ans, ça va être encore eux qui seront victimes de ces choses. Ça va être eux aussi, ces jeunes. Et il faut pas oublier une chose, c'est que ces jeunes n'ont pas pu avoir de l'instruction, avoir de la culture, pouvoir s'instruire comme il faut. Et
on va partir certainement vers un embrasement, mais c'est encore les Palestiniens qui vont subir les plus lourdes conséquences de cet embrasement. On va prendre l'avis de Samir qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir Samir. Bonsoir et ravi de vous entendre. Et notamment Yasser, c'est Yasser Louati, je crois. C'est ça, c'est Yasser Louati. Qui a de très bonnes analyses et voilà. Et, je voulais juste, moi, à mon petit niveau, parce qu'on deux fois on se demande qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau. Moi, je suis pas un militant. Je veux dire, je suis militant. Je veux dire, mais on est tous pour on est soutien en tout cas de la cause palestinienne. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau? Moi, je sais qu'hier il y avait un reportage en fait scandaleux. J'étais vraiment sidéré et je me suis dit mais comment est-ce possible quoi quelque part. Sur M6, il y a eu un reportage sur Tel Aviv, un reportage élogieux, un documentaire. Alors je me doute bien que les journalistes passent leurs vacances peut-être là-bas, en tout cas le gratin des journalistes, je le dis ironiquement, ou à New York, mais voilà, en tout cas, ça a scandalisé bon nombre de personnes. Donc, si Israël bombarde au phosphore blanc les populations de Gaza, nous, en tout cas, je veux dire, moi, en tout cas, à mon niveau, j'ai fait en tout cas ce qui était possible de faire à mon échelle, à savoir faire des tweets pour vraiment en tout cas faire valoir le fait que c'était hyper choquant. Donc j'ai eu un tweet quand même à plus de 100 likes. Et tout à l'heure c'est Yasser Louati qui disait que les élites qui sont je pense que quand Macron dit l'antisionisme est la forme réinventée de l'antisémitisme, je suis certain que lui-même n'y croit pas. Que Macron lui-même n'y croit pas. Dans son fort intérieur, il n'y croit pas, mais il le dit. Donc les élites sont comme, à un moment donné, tétanisées. Elles sont tétanisées, et c'est vrai qu'il faut avoir du courage, comme Chirac ou d'autres. Mais les élites sont tétanisées, et c'est vrai que depuis même l'arrivée de Daesh il y a quelques années là, qui s'en va et qui se fait exterminer, et tant mieux. Le but d'Israël, c'était vraiment d'assimiler la résistance palestinienne à Daesh et de faire en sorte de confessionnaliser en tout cas une résistance qui est je veux dire patriote, je veux dire voilà, et de faire en sorte que même le combat de Jérusalem finalement soit quelque chose de fondamentalement religieux. C'est-à-dire que dans la perception médiatique qu'on en a, on se dit oh tiens, c'est les musulmans contre les chrétiens, contre les juifs, alors que finalement le patriarche de Palestine et les chrétiens manifestent aux côtés des Palestiniens. Et hier, je voyais une image, en tout cas une photo, où les chrétiens avaient rejoint les Palestiniens. Donc, c'est voilà, c'est plus les chrétiens sont aussi palestiniens. Colonisation qu'un conflit religieux. Mais je voulais dire au niveau de M6 et de leur reportage honteux hier sur Tel Aviv, parce qu'on voyait en fait des Français, parce qu'on parle de grands remplacements en France. Mais il y a un grand remplacement effectivement qui se fait là-bas. Et on voyait des jeunes Français franco-israéliens là-bas qui allaient en boîte, en discothèque, qui s'amusaient, alors qu'à 30 kilomètres, des Palestiniens se faisaient humilier. Donc moi j'ai appelé, je vais peut-être écrire, mais en tout cas sur Twitter, parce que Twitter reste un réseau social qui est très très regardé par en tout cas par tout le monde, même par les artistes, par les pseudo-intellectuels, les intellectuels. Donc Twitter est vraiment la plateforme et le réseau social qui est le plus regardé. Je suis d'accord. De là, en fait, on a pu voir en fait tous les tweets, les dizaines de tweets qui ont été hostiles en tout cas. Voilà. Ce qui est choquant, c'est la programmation d'M6 ce reportage. Voilà, c'était vraiment, dégueulasse d'avoir fait un reportage pareil dans ce contexte actuel, quoi. Oui, Samir, Yasser Louati veut te répondre. Merci Samir. Regarde, c'est vrai que les réseaux sociaux ont leur poids. On sait très bien que beaucoup d'informations qui ne sont pas traitées par les médias mainstream finissent par l'être une fois que les réseaux sociaux se mobilisent. Ça, c'est une chose. Mais par contre, lorsqu'un un reportage aussi foireux que celui de M6 est diffusé, combien de personnes appellent la rédaction d'M6 pour exprimer leur mécontentement? Combien de personnes écrivent et harcèlent justement ces chaînes de télévision qui se font le relais de propagande d'un gouvernement colonial? C'est ça aussi la question qui se pose. C'est que dans ces rédactions-là, il y a des êtres humains qui sont aussi sujets aux pressions exercées sur eux. Et lorsque la pression ne vient que du rédac-chef qui leur dit il faut traiter telle information sous tel angle, et donc quand on parle d'Israël, on en parle en termes élogieux,
et que de l'autre côté, il n'y a personne pour leur dire il en est hors de question, arrêtez de vous moquer de nous et d'insulter notre intelligence, ils iront dans le sens de leur hiérarchie. Et on sait très bien que dans les rédactions, ce ne sont pas des groupes homogènes avec un seul avis. C'est encore une fois, c'est que tout le monde déserte la lutte par les coups de pression et s'attend à ce que les personnes aient encore une espèce d'épiphanie, je sais pas, de réveil ou de sursaut humain. Non. Et ça s'applique aussi bien dans les médias que dans la politique. Tu me parles par exemple des citoyens français qui partent tuer du Palestinien, commettent des crimes de guerre et reviennent normal et puis reprennent leur vie ici en France. Combien de personnes ont exercé des pressions sur leurs députés justement pour qu'il y ait une commission qui soit saisie sur cette impunité totale. Ouais. Merci Samir en tout cas pour ton appel et parce qu'on doit passer à la pub là tout de suite et dans un instant on va changer un petit peu de sujet. On va parler de la rentrée avec Yasser Louati qui nous promet une rentrée riche. Bon, je veux pas utiliser ce terme mais active, on va dire, pour les militants et pour ceux et celles qui partent en vacances. Profitez-en bien, la rentrée risque d'être très animée visiblement. Alors, c'est ce que nous promet Yasser Louati. On verra dans un instant. Oh, je promets. Yasser Louati, il est là avec nous sur France Maghreb 2, ainsi que Jean-Marc Zébellus pour cette dernière semaine évidemment du Grand Forum. Tiens, vous êtes au courant qu'il y a eu une course-poursuite ce matin dans Paris, dans le 19e. Un homme qui a tenté de foncer dans les policiers, ils ont tiré, et l'homme a réussi à s'enfuir, il est en recherche, il le recherche toujours pour l'instant. Moi, je pense ça s'est passé à 5h du matin ce matin à Paris. Voilà. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, avant de trouver ton avis tranché, mon cher Yasser, au zapping, un court zapping. Un court zapping, mais efficace, en tout cas, puisqu'on va parler de la mauvaise passe sondagière qui touche le couple exécutif, la première depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. La cote de popularité du président chute de 10 points, avec 54% d'opinion favorable au mois de juillet, selon un sondage IFOP pour le JDD. L'épisode de la démission du chef d'état-major des armées, mais aussi peut-être future réforme de la loi travail, et l'annonce de différentes mesures fiscales et budgétaires semblent laisser des traces. Écoutez les explications de Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'institut de sondage IFOP, qui essaie d'expliquer un petit peu ce sondage. Les retraités, notamment à droite, commence à être assez remonté contre l'annonce de la hausse de la CSG, et à l'autre extrémité du spectre sociologique et politique, dans un électorat de gauche, on a toujours des critiques assez virulentes vis-à-vis de la loi travail, et dans la catégorie particulière des fonctionnaires, le président recule de 18 points ce mois-ci, avec pêle-mêle des récriminations sur le gel du point d'indice, les coupes dans les budgets de différents ministères et également le retour de la journée de carence. Tout ça a créé un climat assez néfaste pour Emmanuel Macron, qui se retrouve en ce mois de juillet 2017 à 2 points près au niveau qui était celui de François Hollande en juillet 2012. Donc, ça promet. Dites donc, si on est à peu près à 2 points d'écart avec François Hollande en 2012, on sait la cote d'impopularité de François Hollande à la fin de son mandat. Ça s'explique comment, selon vous, cette perte de 10 points dans les sondages? Bon, il reste quand même 54% d'opinion favorable, ce qui est quand même pas rien. C'est normal s'il bénéficie de vote par défaut. Donc, faut s'attendre à ce qu'on ait encore une baisse. Je veux dire, c'est pas un président qui a été élu par une majorité de Français qui ont voulu voter pour lui. Il y avait un choix à faire entre la peste et le choléra. Ils ont fait leur choix. Et aujourd'hui, il faut en prendre note. Yasser, Macron, qui devient impopulaire ou pas encore? Non, je veux dire, de toute façon, il a pas vraiment été populaire. C'est qu'il y a eu un coup de bluff qui a été exercé sur l'opinion. Et donc, on a, comme dit justement Jean-Marc, la question du président qui n'est pas légitime, qui a quand même été élu, bon, je l'ai dit dans ma chronique, avec beaucoup moins que les 50% requis des inscrits. Plutôt, beaucoup moins que 50% des inscrits. Deuxièmement, son mode de communication, son autoritarisme, son arrogance, le fait qu'il ne cache pas son mépris de classe.
Ça veut dire il l'exprime encore et toujours. Et c'est ce qui fait que non, il commence à gonfler l'opinion. Bien sûr, il est encore au-dessus de combien, 54%, c'est ça ? 54%. Ouais. 54%, mais ça fait depuis Jacques Chirac, on n'avait pas connu cette baisse depuis 1995, sachant qu'il avait été aussi élu par défaut Jacques Chirac. Donc, faut s'attendre à une dégringolade qui serait légitime, parce que Hollande a priori était à 56%, Sarkozy en était à 66%. Donc, je pense que l'opinion ici est aussi dans l'expectative et de manière négative, parce que les politiques promises par Emmanuel Macron sont dans la directe continuité de celles qui avaient été mises en place par François Hollande. Donc je pense pas, il y a même pas un optimisme sur demain ça ira mieux. Ouais. Donc 54% aujourd'hui, à la rentrée ça sera, je pense, ça sera en dessous des 50%. Et puis c'est la conséquence du fait qu'on nous a promis un changement politique, mais on a surtout un changement d'homme à la tête du pays et certainement pas un changement politique à envisager. Oui, on suivra ça de près parce que Emmanuel Macron qui reste encore un président assez populaire, 54% d'opinion favorable, pendant que son Premier ministre lui a perdu 8 points. Donc c'est quand même invisible. Qui est un homme invisible. Alors justement, tu fais bien de le dire parce que j'ai lu un article tout à l'heure qui dit que les ministres, maintenant, au lieu de s'adresser à Édouard Philippe, passent directement par l'Élysée. Édouard Philippe n'est qu'un pion. Ça me surprend pas. Le régime se présidentialise. Ouais. Ou se monarchise. Tout à fait, c'est la même chose. Ouais. Alors, tiens, dans le zapping et pour finir, j'ai les confidences d'une nouvelle députée En Marche au travers d'une vidéo qu'elle a postée et qui passe assez mal auprès de ses collègues. Écoutez. Alors, depuis que je suis députée et que je vais à l'Assemblée nationale, je suis allée à des cocktails et des cocktails et des cocktails. Chez des ministres, des secrétaires d'État, dans de beaux endroits. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on nous sert essentiellement du vin et du champagne. Il y a des bus qui vont nous attendre devant l'Assemblée nationale, avec des motards, et à toute allure, feu rouge et compagnie, nous allons aller à Versailles. Alors là, ça s'appelle République des privilèges. Ça s'appelle une députée qui n'a pas encore appris la langue de bois pour le coup. Exactement. Voilà. Elle est représentante du peuple. C'est ce qu'elle fait, c'est tout à fait normal et légitime. Ouais. En tout cas, ça a été extrêmement critiqué. Bon, on l'a expliqué qu'elle l'a pas fait pour en croyant faire mal. Elle a justement voulu expliquer un petit peu ce qu'était le quotidien qu'elle découvrait finalement d'une députée qu'elle ne connaissait pas auparavant. Ça fait partie aussi d'un réglage qu'il y a à faire peut-être de la part de l'exécutif, de dire attention les députés, vous avez des privilèges, sachez les garder et surtout de ne pas trop le dire en public, c'est quand même mieux. L'établissement bien établi. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'était dans la rubrique assez marrant. On va passer maintenant à l'avis tranché de monsieur Yasser Louati pour ce lundi 24 juillet. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Une rentrée visiblement rude, mon cher ami Yasser. Liberté, égalité, répression. La saison se termine, mais le racisme, la violence de l'État et les inégalités ne prendront pas de congé. Il y a quelques mois, se faisait élire le plus jeune président de la Ve République. Mais derrière sa jeunesse et son sourire, s'exprime un vieux régime violemment réactionnaire et déterminé à ne rien céder, bien au contraire. La promesse qui nous est faite est celle d'un darwinisme social et une question raciale chauffée à blanc. Je m'explique. Les lois islamophobes passées sur la droite et la gauche à la grande satisfaction de l'extrême droite ont été pérennisées, tout comme l'État policier a été légitimé avec l'état d'urgence permanent. Les débats identitaires ont rendu inaudible la résistance au néolibéralisme et la population dans son ensemble va payer cher, très cher, d'avoir joué le jeu de la division prôné par les élites. Toutes ces lois identitaires et sécuritaires, passées sur le dos des personnes de confession musulmane et acceptées par l'opinion publique, elles-mêmes gangrénées par le racisme, conscient ou inconscient, vont maintenant se retourner contre tout le monde parce que tout le monde a été beaucoup trop lâche pour dire non, on ne joue pas avec les principes. Et quand on n'a plus de principes, on n'a plus rien pour tenir debout. Emmanuel Macron, élu avec moins de 44% des inscrits et sa majorité avec moins de 16, compenseront ce manque de légitimité par plus d'autoritarisme, de mépris et de violence. Il suffit de lire la presse pour se rendre compte que cet inconnu de tous il y a encore 3 ans se comporte déjà comme un monarque absolu grâce à la démission de la masse et la dévotion des élites.
Depuis bien longtemps, les décideurs politiques se sont soustraits à la souveraineté populaire pour mieux se soumettre aux décideurs économiques. Mais que ce président minoritaire s'engage dans la même politique que Donald Trump devrait nous inquiéter au plus haut point et nous faire sortir dans la rue. Le temps joue contre nous et chacun sait que la situation est intenable. Je me projette dans un futur raisonnablement proche pour voir la Ve République s'effondrer à cause de tout ça. Mais par quoi sera-t-elle remplacée? Une nouvelle république coloniale qui continuera de se voir exclusivement blanche et contre les musulmans, ou bien une république qui s'assume telle qu'elle est réellement et met ses décideurs au service de ceux qui les mettent au pouvoir? On ne vit qu'une fois et on n'a qu'une chance de mener son combat. On ne vit qu'une seule fois pour choisir entre vivre comme un lâche ou vivre pour ne rien lâcher. Alors soit on se donne tous les moyens pour faire aboutir nos luttes, soit on attend que le groupe dominant change d'avis et dans ce cas, nous attendrons encore longtemps, très longtemps. J'en profite ici pour lancer un message à ceux qui pensent détenir le monopole des luttes sociales. Tant que vous ne prendrez pas au sérieux la question raciale, vous continuerez d'être inaudibles derrière les questions d'identité nationale. Vous le savez tous, la convergence des luttes ne se fera pas sans les populations racisées et les quartiers populaires. Cher auditeur, avant de te dire merci pour ta fidélité et te donner rendez-vous à la rentrée, je tiens à exprimer ici mon soutien à la Palestine et son peuple irréductible qui refuse de se soumettre, qui continue de résister face aux bombes, aux balles, aux gaz lacrymogènes de l'occupant sioniste et surtout qui résiste malgré la lâcheté de la communauté internationale. Benyamin Netanyahou et ses sbires ici en France pourront continuer de rêver du grand Israël sur le dos des Palestiniens, mais ce rêve butera encore et toujours sur le cauchemar de la résistance. Les mots m'échappent pour exprimer mon soutien à tous les peuples, je dis bien tous les peuples qui refusent d'être dominés par un autre. Les mots m'échappent, mais je les retrouve enfin chez Mahmoud Darwish, paix à son âme. Inscris que je suis arabe, que tu as raflé les vignes de mes pères et la terre que je cultivais, moi et mes enfants ensemble, tu nous as tout pris pour la survie de mes petits-fils, les rochers que voici. Mais votre gouvernement va les saisir aussi, à ce qu'on dit. Donc, inscris en tête du premier feuillet que je n'ai pas de haine pour les hommes, que je n'assaille personne, mais que si j'ai faim, je mange la chair de mon usurpateur. Gare, gare, gare à ma fureur. Merci Yasser, c'est voilà une très belle chronique encore une fois. Jean-Marc, commentaire? Il y a rien à dire, tout est dit. Ouais. Ah, les mots sont durs hein, de Mahmoud Darwish, c'est ça? Mahmoud Darwish, ouais. Ouais, c'est... Il faut comprendre aussi entre les lignes. Les mots sont peut-être durs, mais ce n'est pas de la dureté qui est exprimée, c'est une revendication. C'est une très grande revendication qui est exprimée et c'est à nous de comprendre justement le sens des mots. Ouais. Écoutez, vous pouvez réagir aussi, mes amis, auditeurs, auditrices, en nous appelant au 01 40 33 9000 sur le Twitter aussi, hashtag LGF, ou en nous appelant, en laissant aussi un message sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Zébélu Jean-Marc dans quelques minutes pour son avis tranché. Pour l'heure, un petit mot sur la Syrie. Une prise symbolique pour les terroristes de la ville d'Idleb dans le nord-ouest du pays est passée hier sous le contrôle de l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda au détriment d'un groupe rival. Pourtant, il y a quelques jours à peine, ces deux mouvements terroristes anciens alliés avaient signé un accord mettant un terme à une semaine de violents combats. Bon, eh bien, on voit que là encore, la situation ne s'arrange pas et que les groupes terroristes n'arrivent même plus à se mettre d'accord et c'est se foutre sur la gueule simplement entre eux. Sinon, parler du Maroc évidemment et l'inquiétude de Reporters sans frontières qui s'inquiète en fait aux entraves faites aux journalistes dans leur couverture des événements du RIF, la contestation, vous savez, sociale, mobilisation de la population du Nord marocain. Dernier épisode en date, la marche du 20 juillet dernier, les autorités ont sciemment ralenti, voire coupé l'accès à Internet. Mais surtout, parmi les dizaines d'interpellés, ce jour-là figure Hamid Ardaoui, directeur de publication du site internet marocain El Badid. Il doit comparaître et être auditionné aujourd'hui à l'ESMA. Pour sa défense, c'est une arrestation purement politique. Le directeur de publication d'El Badid, site d'information basé à Salé près de Rabat, a été piégé par les autorités la veille du grand rassemblement du 20 juillet, et cela alors qu'il disait être en famille à El Sema.
la base de l'accusation, avoir pris la parole la veille auprès de plusieurs personnes pour appeler à manifester le lendemain, malgré l'interdiction des autorités. Pour le parquet, ces actes ont, je cite, aucun rapport avec le travail journalistique. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison ferme et jusqu'à 50 000 dirhams d'amende, 5 000 € environ. El Madawi est connu pour ses prises de position engagées, postées dans de longues vidéos sur YouTube notamment, et très apprécié pour son franc-parler auprès des classes populaires. En mélangeant tribune et journalisme, il est parfois moqué de la presse traditionnelle, mais tous sont unanimes à dénoncer l'absurdité de son arrestation. Ce n'est pas de seul journaliste à avoir fait les frais, vous le savez, de la couverture engagée en faveur des Iraks. Il y a plus d'un mois, notamment Reporters sans frontières, demandait déjà la libération de 6 journalistes et 10 militants sur les réseaux sociaux arrêtés lors des manifestations des derniers mois. Alors on peut s'apercevoir que dans ces manifestations, car il y en a eu plusieurs du côté du RIF, les journalistes sont pris à part, on les empêche de travailler. Est-ce que c'est une erreur des autorités marocaines que de laisser et d'empêcher les journalistes de travailler, Yasser Louati? C'est pas une erreur, c'est tout à fait condamnable, mais ce n'est qu'un mode opératoire tout à fait logique. Ils vont pas accorder une couverture médiatique non censurée d'événements qu'ils veulent eux-mêmes faire taire ou cacher. Par contre, moi, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ici en France, il y a une telle omerta et pas beaucoup de monde en parle. Je parle pas des médias mainstream, hein. Je parle de dès qu'on en parle, ça devient une conspiration contre le Maroc et etc. Donc il y a ce qui se passe au Hirak est extrêmement grave. Ouais. On parle vraiment. Enfin, il y a encore une personne qui est là. Il y a encore, au moment où je parle, il y a encore une personne qui est dans le coma. On sait que c'est une région qui est en perpétuel soulèvement. Et là, tout d'un coup, tout le monde regarde ailleurs. Alors, le fait que les autorités marocaines aient coupé l'accès à Internet pendant la manifestation, est-ce que c'est un moyen d'empêcher les gens de pouvoir témoigner aussi, Jean-Marc? Bien sûr, c'est ce qu'a fait Ben Ali, c'est ce que font tous les autocrates. C'est que dès qu'on voit pas que le bruit sort, on ralentit, on coupe Internet, tout simplement. Parce que tout se sait aujourd'hui au travers des réseaux sociaux. Exactement. En fait, c'est le principe, tout ce qui se passe dans le RIF reste dans le RIF. Tout simplement. Ouais. Mais sur le fait que Reporters sans frontières quand même s'inquiète et dénonce justement l'arrestation de plusieurs journalistes, et c'est vrai, Yasser, tu en parlais il y a quelques instants, c'est qu'aucun média ou presque, voire même des politiques, ne parle de ce qui se passe au Maroc. Pourtant la situation est assez inquiétante. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de connivence de la France là derrière? On veut pas se mettre en désaccord avec ce si beau pays où on passe de merveilleuses vacances, qui est une super résidence touristique et balnéaire avec tout ce qu'on veut. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait messe basse, on n'en parle pas, on fait semblant d'ignorer les choses, mais c'est très grave qu'on empêche les journalistes d'être porteurs d'informations, de révéler ce qui se passe à l'instant T dans une région. Ça fait pas partie de la démocratie. En fait, c'est que on voit des similitudes avec ce qui se passe en Tunisie, c'est que beaucoup des élites françaises vivent au Maroc comme des pachas. Ouais. Ils sont invités, voilà, comment ça s'appelle, le riad, écoute, je vais encore en parler de cette folle qui dirige la ville d'Atis-Mons, Christine Rodier. Ouais. Et veut dire, elle exprime de manière, comme nous tout à l'heure, de manière très, très, très simpliste, dans quel monde ils vivent. Elle parlait ouvertement de ministres marocains qu'il avait invités, elle et sa fille, pour un mariage. Et que justement, parce qu'elle se fait inviter gratuitement au Maroc, elle voulait mettre la mosquée locale sous contrôle du consulat marocain. Donc on voit que c'est un échange de bons procédés, et ce n'est pas nouveau. Donc si on le voit déjà à l'échelle locale, dans une ville comme Atis-Mons, où la maire refuse que les musulmans sur place contrôlent leur propre mosquée et leur impose un contrôle du consulat marocain pour qu'elle puisse aller passer du bon temps, elle, avec sa fille au Maroc, et se faire inviter, je cite, elle disait bien, gratuitement. On voit bien que nous sommes dans une république, voilà, de bananière où tout le monde est à acheter. Et on sait très bien. Le clientélisme. Exactement, c'est du clientélisme. C'est comme voilà, dans telle ou telle ville, le maire, pour avoir la paix sociale, va arroser telle ou telle personne, telle ou telle organisation. Et pareil pour les puissances, ou plutôt les pays dits d'origine. Pour asseoir le gouvernement sur place, c'est les élites qui dirigent ce pays ici en France qui seront de connivence avec le gouvernement là-bas sur place. Et on ne verra pas de ministre, on ne verra pas Emmanuel Macron se dresser pour dire je suis Charlie, et ce Charlie, ça veut dire
liberté de la presse au Maroc. Non, c'est tout à fait normal, ou plutôt logique. Bon, vous avez votre avis aussi à nous donner, n'hésitez pas à le faire, 01 40 33 9000 ou via aussi le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Méziane est avec nous, bonsoir Méziane. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Méziane. Merci au billet d'humeur de monsieur Louati. Merci à vous. Écoutez, par rapport au Maroc, je crois qu'il est clair que la politique du Maroc est complètement sous l'influence occidentale. Il suffit de voir que, par exemple, l'Arabie Saoudite, on n'en parle pas tant que ça. Et le Maroc, c'est ce genre de gouverneur ou de roi, en fin de compte, il fonctionne avec l'Occident. Et il y a quelques pays protégés par l'Occident parce qu'ils font la politique de l'Occident. L'Arabie Saoudite, le Maroc, la Jordanie, l'Égypte. Je crois que tant que nous ne sommes pas débarrassés de ces gouvernants, nous n'aurons que le résultat que nous avons actuellement. Il suffit de voir que le Maroc, il est engagé dans la guerre au Yémen avec l'Arabie Saoudite. Oui, exactement, oui. Exactement. Donc, il n'y a pas besoin de chercher à qui profite cette politique. Elle ne profite pas au peuple marocain, ni au peuple saoudien, ni au peuple jordanien. Elle profite à ces gouvernants qui sont à la sorte, qui sont des pantins de l'Occident, ainsi que l'Égypte. Donc, je crois que la messe est dite, et que pour ce qui concerne la Palestine, il ne faut pas compter sur ces pays-là. Je crois qu'on peut compter que sur les peuples. Et nous, j'espère qu'il va y avoir une manifestation pour dénoncer la politique du sionisme contre les Palestiniens. Merci Méziane pour votre avis, 01 40 33 9000. Un petit mot aussi sur cette rencontre qui aura lieu demain en région parisienne. Le président français Emmanuel Macron va réunir les deux principaux protagonistes de la crise en Libye, le chef du gouvernement de l'Union nationale Fayad El-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, donc l'homme fort de l'Est libyen, qui seront à Paris demain, reçus par Emmanuel Macron. Ça suscite super, quoi ça. comme commentaire? Bien. Ouais, super. On continue à préserver les intérêts de Total et ouais. C'est de la mascarade tout ça. Il a reçu Trump, il a reçu Theresa May, Poutine. Poutine, pardon, Theresa May. Il a reçu, voilà. Bon, Merkel qui est chez elle ici. Non, mais voilà, bon, qui est chez elle en terrain, on va dire, en terrain conquis. Mais je veux dire, Macron est un banquier. Ouais. La morale, ça n'existe pas dans la banque. Les bonnes valeurs, ça n'existe pas. Ça, c'est pour le petit peuple. Donc, il n'y a que, on peut dire, si De Gaulle disait l'État n'a pas d'amis, n'a que des intérêts, pour Macron, c'est au-delà de tout ça. C'est que, et demain, je pense que, Kim Jong-un aura une place à Paris, s'il le faut. Si demain, Kim Jong-un, comme Corée du Nord, dit que telle ou telle entreprise française peut venir faire des affaires ici chez nous, il sera reçu à Paris, en grande pompe. Tout simplement. La situation en Libye, qui est un peu plus dramatique, pareil, on n'en parle pas, mais c'est véritable no man's land, ce qui se passe en Libye. Encore une fois, voilà, on doit aussi à la France ce qui se passe en Libye en particulier. Sauf que personne n'a été jugé pour ça. Oui, c'est ça. Voilà, le pays est à feu et à sang, et d'ailleurs la Tunisie, ton pays, Yasser, en subit aussi les conséquences de cette crise libyenne. C'est encore un miracle qu'un petit pays comme celui-là continue à tenir. Ouais. Dans un instant, l'avis tranché de notre ami Zébélus, et on va parler un petit peu de politique française et de cette réforme qui a été vantée par Emmanuel Macron durant sa campagne. C'est une mesure phare, bien sûr, la loi de moralisation de la vie publique, qui fait grincer d'ores et déjà quelques dents. On y revient dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2 pour bien nous appeler 01 40 33 9000 et une auditrice d'ailleurs qui te salue mon cher ami Yasser, quant notamment à la réflexion que l'on peut avoir concernant bien ce que tu as dit tout à l'heure concernant la lutte palestinienne. Elle te soutient donc et elle t'en faire part, cette auditrice, donc je la salue. C'est gentil et merci à elle. Donc bien, vous pouvez donc nous appeler 01 40 33 9000 #LGF sur Twitter, n'hésitez pas aussi à commenter. Je salue d'ailleurs de Twittos qui a repris ta phrase vivre comme un lâche ou vivre pour ne rien lâcher, extrait donc de la chronique de l'avis tranché de notre ami Yasser Louati, que vous pourrez évidemment
réécouter sur YouTube notamment. On va parler maintenant d'un autre sujet qui est forcément d'actualité, sans que tu le cites, mais quand même c'est un peu lié. C'est l'argent dans le football au travers de l'avis tranché de notre ami Jean-Marc Zébelu. Je fais évidemment référence. Alors un coup vient pas, et là on est plus vers il vient pas. Neymar au PSG, apparemment la piste est terminée. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Jean-Marc, est-ce que tu vas peut-être répondre à cette question? Y a-t-il trop d'argent dans le foot? Trop d'argent, enfin, en tout cas, je vais pas y répondre, mais en tout cas, je vais poser le problème. Trop d'argent dans le foot. Sur fond de transport record et des salaires mirifiques, il y a donc toujours de plus en plus d'argent dans le foot, trop même. Pour beaucoup, selon un sondage récent, 96% des Français estiment que les footballeurs de la Ligue 1 sont trop payés. Et ils ne sont pas les seuls à s'alarmer. Alors que le salaire moyen des Français culmine à 2800 € par mois, le salaire moyen du footballeur pro en France est 10 fois plus élevé dans un contexte économique de crise, où 1% de la population détient 50% des richesses mondiales. Ça donnait à ce genre de sondage pour ce genre de sujet ne donne pas forcément les résultats les plus pertinents. Face à de telles différences, pas sûr que l'argument régulièrement mis en avant du temps de carrière plus court entre 10 et 15 ans pour les sportifs de haut niveau soit vraiment convaincant. Cristiano Ronaldo gagne par exemple en une douzaine de jours ce que reçoit Heinz Miscar tout au long de sa vie. Que l'on soit choqué que Yaya Touré gagne 15 000 fois le salaire moyen ivoirien ou que Messi empoche 7 500 fois le salaire moyen argentin chaque mois est tout à fait normal. D'un point de vue normal, aucun homme ne devrait toucher autant d'argent pendant que dans le même temps, certains meurent de faim. Notre société est cruelle, mais le footballeur, lui, vaut-il cet argent? Sûrement pas. Mais si cette question se pose, c'est que le métier de footballeur n'a pas de réel impact social, au contraire d'un médecin par exemple, ni de compétences intellectuelles exceptionnelles. Pourtant, comme un patron d'entreprise, l'acteur de cinéma ou la star de la chanson, le footballeur fait partie d'une élite issue d'une sélection très étroite. Il est donc rémunéré à hauteur de ses compétences exceptionnelles. Le salaire du footballeur est régi par la seule loi de l'offre et de la demande. Sur la base de la performance objectivement mesurable, il peut faire monter les enchères et partir dans un autre club plus rémunérateur s'il le souhaite. Comment est-on en arrivé là? En 1995, l'arrêt Bosman permet la libéralisation de la circulation des joueurs en Europe. Par ricochet, la concurrence entre clubs pour s'attirer les meilleurs joueurs s'accroît. Or, comme tous les facteurs de production, les superstars, que ce soit dans le sport, la musique ou le film, impliquent des salaires plus élevés parce que ces individus ont une ressource rare et parce qu'ils sont plus méritants que, disons, des enseignants ou des infirmières, explique un certain économiste, Peter Dawson. Ce phénomène de la loi de l'offre et de la demande, libéralisé par l'arrêt Bosman, a encore été accentué par l'explosion des droits TV. De 20 millions dans les années 80, ils sont passés à plus de 600 millions dans les années 2010. Les clubs ont de recettes importantes, donc le niveau de salaire suit. L'effet boule de neige est en marche. Pour avoir des droits TV importants, il faut être diffusé. Pour être diffusé, il faut gagner. Pour gagner, il faut les meilleurs joueurs. Pour attirer les meilleurs joueurs, il faut proposer des salaires importants. Le problème vient du fait que les clubs ont pris l'habitude de compenser leurs coûts de fonctionnement quotidien, principalement les salaires, par les plus-values des transferts. Il faut donc vendre toujours plus cher. Un filon que certaines banques et fonds d'investissement ont repéré et qui les pousse à investir dans des joueurs, ce qui accélère le processus d'inflation. On peut également citer l'importance grandissante des agents de joueurs ou plus récemment l'arrivée de mécènes prêts à investir à fonds perdus, déconnectant le marché de toute réalité. Ce cocktail fait exploser la valeur des joueurs. Ainsi, le ballon d'or de 1960, Luis Suarez, est transféré pour 174 000 € en 61. Diego Maradona à 6 millions et en 84, Zinedine Zidane à plus de 81 millions en 2001, jusqu'au transfert de Paul Pogba qui est à plus de 100 millions d'euros. Une rente économique plus qu'un salaire. Un haut salaire ne touchant pas que le monde du football.
Lorsque Google et Apple recrutent des chercheurs du MIT, ils payent aussi très cher. Mais le football, plus qu'un salaire, il s'agit d'une rente économique. Concrètement, un salarié classique gagne plus qu'il produit, pas s'il travaille plus. Un salaire correspond à une productivité, la rente est ce qui dépasse cette productivité. Pour un joueur de foot, la productivité désigne sa capacité à vendre des maillots, des places au stade pour venir voir où qu'il va permettre à son équipe d'avoir un meilleur classement sportif. Prenons l'exemple. Du côté de Terra Nova, ça a été qualifié de pyramide de Ponzi, c'est-à-dire un mécanisme de financement frauduleux qui consiste à rémunérer des investisseurs avec l'entrée de nouveaux investisseurs. Le procédé explose lorsque les personnes ne peuvent plus payer. Dans ce milieu du foot, le risque est qu'un jour, les clubs n'acceptent plus de suivre cette escalade de transfert. La bulle spéculative formée peut très bien exploser comme elle l'a fait pour celle des subprimes. La solution possible pour contrôler les dérives financières, il a été mis en place un fair play financier, on va dire de façade, où aujourd'hui les transferts sont plus ou moins contrôlés par rapport aux dépenses et les recettes rentrées, sans compter les généreux contrats offerts par des clients amis ou très proches des actionnaires des clubs. Face à cela, le salary cap apparaît comme une solution plus cohérente. Appliqué aux États-Unis, il consiste à limiter la masse salariale par rapport à la capacité des équipes à faire des recettes. Mais une telle mesure n'a pas été envisagée pour l'instant par la FIFA ou l'UEFA. Rappelons qu'un des métiers les plus concurrentiels au monde, c'est bien le football. 1200 élus sur combien de prétendants en France, des millions devenus des milliers au fil des étapes. Devenir footballeur relève d'un parcours de combattant, sachant qu'une fois arrivé en centre de formation, à peine 15% de ces apprentis footballeurs connaîtront par la suite les joies du monde professionnel. Et enfin, devenu pro, un footballeur sur 5 connaîtra le chômage. En effet, rarement évoqué, mais pourtant connu de bien trop de footballeurs, le taux de chômage dans le monde du ballon rond français est 2 fois plus élevé que dans le monde du travail français, atteignant 19%. Le problème, c'est qu'on est content du spectacle qu'offrent les joueurs, mais on n'accepte pas qu'ils soient bien payés, juge Frédéric Lassalle. Or, les utilisateurs de Facebook ne parlent pas du salaire de Mark Zuckerberg, argumentent certains universitaires. En fait, les footballeurs sont loin d'être les seuls à subir ces reproches. Depuis quelques années, il existe une pression sociale, les hauts revenus de certains patrons pour qu'ils les plafonnent, voire qu'ils les abandonnent. Il est vrai que la fortune de monsieur Mark Zuckerberg s'élève à plusieurs milliards. Cependant, il est bon de rappeler que la Premier League, qui est la ligue de football dans laquelle les footballeurs sont les mieux payés, n'arrive qu'en 4e position au niveau du sport mondial, en termes de salaire moyen, largement derrière la NBA, la EPL et la MLB. Merci Jean-Marc. Yasser, y a-t-il trop d'argent dans le foot ? Oui, beaucoup trop. Ouais. En tant que supporter marseillais, par exemple ? Non, là, il n'a pas assez. Non. Voilà. Non, c'était juste pour glisser au passage quand même. Mais Yasser Louati supporte Marseille. Oui, ça arrive les erreurs. Non, c'est pas une erreur. Personne si n'est parfait. montrer un drapeau de Marseille à la radio, je le ferai sans problème. Mais je pense que je vais le faire un de ces quatre, parce que tu me titilles là-dessus. Mais pas sûr que tu sois admis dans l'émission. Yasser, je t'aime beaucoup. Reste tranquille. Mais écoutez, je veux dire. En tout cas, on peut s'apercevoir qu'effectivement, avec l'épisode Neymar, on a frôlé quand même le record de transfert. Bon, visiblement, on est plus dans le sens où ça se fera pas. On croit à la presse. Faut pas être dupe, parce que ça, en fait, comme Messi fait, comme Ronaldo fait, comme ces 3 plus grands joueurs fait, en fait, ça consiste à renégocier leur contrat. En fait, c'est un jeu de dupes. Ça n'a rien à voir avec une réelle venue, en fait. Donc, la question qui se pose, c'est que cet argent qui est investi, d'où est-ce qu'il vient ? Où est-ce qu'il va ? Quand on reprend les fuites qui ont eu lieu, qui ont été mises sur la place publique il y a quelques mois, c'était bien qu'il y a du blanchiment, c'était bien qu'il y a des escroqueries, et comme tu le dis, il y a une bulle spéculative qui va exploser. Et qu'en plus on a de l'évasion fiscale organisée. Tout à fait. Mais encore une fois, je veux dire, vu les sommes mirobolantes, comment ça se fait que ça passe inaperçu ? Parce que c'est populaire.
Parce qu'on nous endort avec ça, hein. On nous met de fâches de foot, des finales, des trucs, et puis on nous endort, quoi. On a vu la Coupe du Monde de 1998, le rassemblement que ça a fait, ce que ça fait, et puis derrière ça fait pchit. Tout le monde était réuni, tout le monde était uni, tout le monde fêtait la victoire, et derrière, voilà, comme s'il y avait rien eu, quoi. Derrière, le Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de la présidentielle. C'est ça, quelques années plus tard, 4 ans après. Moustapha, y a-t-il trop d'argent dans le foot? Bonsoir Moustapha. Bonsoir, Christophe, ça va? Ça va très bien. Pour moi, il y a trop d'argent dans le foot, il y a trop. Ouais. Et vraiment, c'est aberrant pour moi. J'aime bien le foot, j'adore le foot, mais il y a trop d'argent, les joueurs sont trop payés, et ça génère je suis choqué quand tu vois des transferts à 200 millions d'euros pour un joueur, pour une personne. Pour moi, c'est énorme. On comprend pourquoi il y a autant d'argent dans le football. Alors qu'à la base, le foot, c'est un loisir, c'est un plaisir. C'est fait pour s'amuser, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Moi, je joue le week-end au football, c'est pour m'amuser. La saison des saisons sont finies, on reprend en septembre, mais bon. Pour moi, je joue au football, c'est le dimanche pour me faire plaisir, pour me défouler. En fait, le football, c'est vrai, avant tout, c'est un jeu, c'est pour se détendre, c'est pour se distraire, c'est un sport, c'est un loisir, ça dépend à quel niveau on le fait. Mais ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que derrière tout ça, en fait, c'est une manière de blanchir de l'argent, c'est une manière de refaire circuler les fonds, parce que soi-disant, il y a eu des lois internationales moralisatrices. Donc c'est un moyen aussi d'échapper à tout contrôle et à tout raisonnement financier. En fait, le foot, en fait, il sert à ça. Malheureusement, le foot est utilisé justement pour que des gens puissent s'enrichir, pour que des gens puissent faire circuler, blanchir leur argent, et j'en passe. Après, il n'y a pas que le foot, hein. Le foot en fait partie. Il y a plusieurs sports, comme tu disais. C'est le sport le plus populaire. Le foot, c'est pas, vous avez dit, c'est quatrième sport mieux payé dans le monde du sport. Oui, mais ce sont les autres, les trois qui sont devant, ce sont des ligues fermées. C'est-à-dire qu'on peut ni descendre ni monter. Il suffit de payer et on reste tout le temps dans la ligue. J'ai l'impression que le sport aujourd'hui, c'est comme à l'époque des Romains, les arènes, les gladiateurs. C'est un spectacle limite pervers. En quelque sorte, tout à fait ça. Merci Moustapha pour votre avis en tout cas. Bon, excuse-moi Jean-Marc, c'est un peu populiste quand même de dire ça, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que finalement il y a tout un mécanisme qui est monté, des clubs de plus en plus riches. Qu'est-ce qui est populaire? Mais non, mais les droits télé qui sont de plus en plus importants, c'est pas prêt de s'arranger. Je veux dire, un footballeur, si toi t'es footballeur, on te propose un contrat de 200 millions, tu vas pas cracher dessus. Non, mais c'est pas le problème des footballeurs. C'est pas on n'attaque pas les footballeurs. On parle pas le procès de l'argent dans le foot. Ouais. Parce que j'ai bien précisé c'est eux qui étaient frappés le plus par le chômage, 15%. D'accord, c'est vraiment supérieur à la population active. Et tu disais tout à l'heure d'ailleurs, leur carrière est assez courte. Elle est assez courte. 10-15 ans. C'est ce qu'il y a autour, parce que il faut bien saisir que de millions, il passe aux milliers. Il faut bien saisir une chose, c'est que dans cet avis tranché, il est bien précisé qu'on part dans la pyramide de Ponzi. On part dans une bulle spéculative. Ça veut dire que le foot reste le foot, mais derrière le foot, il y a toute une immoralité. Et cette immoralité, ce ne sont pas les footballeurs qui sont responsables. Oui, les clubs en tout cas qui injectent de plus en plus d'argent pour s'offrir les services du meilleur joueur du moment. C'est pas eux, c'est les actionnaires. Ouais. C'est les actionnaires c'est de plus en plus de gens qui ont de l'argent à droite à gauche, et pour se donner bonne conscience et pour se redorer le blason, ils investissent dans un club de foot. C'est ça. Non, pour blanchir de l'argent aussi. Mais c'est ça, oui. Ouais. Blanchir la fraude fiscale, etc. Bien sûr. Avec les différents montages financiers qu'on on a eu le cas en Italie. Ah oui, alors ça, ils sont des rois de ça là-bas. Ouais, effectivement. Allez, on passe à un autre sujet, notre dernier thème du jour sur France Maghreb 2. C'est une mesure phare du début de quinquennat de Emmanuel Macron en France, la loi de moralisation de la vie publique, est discutée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vives échanges entre perspectives, parmi les points de friction, notamment la suppression de la réserve parlementaire. Cette enveloppe de 130 000 € en moyenne pour chaque député dispose tous les ans. Emmanuel Macron a promis de la supprimer pour mettre fin aux soupçons de clientélisme, comme l'explique Guillaume Viltet, élu de La République En Marche du Val d'Oise. Écoutez. Le parlementaire peut apparaître, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, comme étant un élément de clientélisme, parce que c'est la cassette du député ou du parlementaire qui peut distribuer. Dans la réalité des faits,
la plupart des parlementaires faisaient un travail très rigoureux pour sélectionner des projets. Mais pour autant, l'opinion et les citoyens n'arrivent plus à supporter cet aspect un peu discrétionnaire, on va dire, de la chose. Est-ce que c'est nécessaire qu'un député puisse, entre guillemets, distribuer des subventions pour qu'il ait une implication locale? Moi, mon rôle de député, je le conçois pas comme ça. Je le conçois comme étant proche des collectivités, des acteurs locaux, des associations, pour les accompagner, pour être avec eux, pour trouver, le cas échéant, des moyens de financement. Mais pas parce que j'aurais entre guillemets une cassette que je pourrais distribuer à volonté. Voilà, ça c'est pour le commentaire donc députés En Marche. Mais au contraire, les députés socialistes, eux, sont contre la suppression de cette réserve parlementaire. Pour Cécile Untermaier, élue de Saône-et-Loire, pas question de parler de clientélisme. Écoutez-la. Je pense qu'on fait une erreur en analysant ce dossier dans le cadre de cette loi dite de rétablissement de la confiance, comme si la réserve parlementaire détruisait la confiance. Enfin, moi, j'ai jamais entendu sur les marchés, pendant ma campagne électorale, des citoyens me reprocher la réserve parlementaire. À aucun moment. Alors, vous en avez quelques-uns qui n'y connaissent rien et qui disent que c'est du clientélisme. C'est jeter finalement le discrédit sur le travail de 577 députés qui pendant des années ont travaillé sur le territoire en distribuant au mieux cette réserve parlementaire. Ça serait une bonne chose pour redonner la confiance, de rapprocher le citoyen de l'élu, et la réserve parlementaire de cette façon-là est un excellent remède. Alors, pour ou contre la réserve parlementaire, Yasser Louati? Sincèrement, ça aurait été une bonne idée si ça n'avait pas dire quand on connaît les réalités de ce à quoi elle sert. Ouais. Et puis ça m'étonne pas qu'une personne issue du Parti socialiste, le parti clientéliste par excellence, s'offusque contre la suppression de la réserve parlementaire. Non, je pense qu'étant donné que c'est discrétionnaire, ça veut dire qu'on la donne à qui on veut, ça veut dire que forcément on ouvre la porte au clientélisme et on retrouve de bons procédés. C'est ça qui pose problème. Est-ce que c'est du clientélisme, Jean-Marc Zébéus? Écoute, la réserve parlementaire, c'est une enveloppe de subventions allouée de manière annuelle aux députés et sénateurs afin qu'ils puissent soutenir des associations et participer au financement de projets de collectivités locales. Déjà, il y a là un problème, c'est-à-dire qu'on m'alloue une réserve parlementaire et puis je donne à qui je veux, je fais à qui je veux. Déjà, ça, c'est un problème, c'est pas normal. Donc, cette réserve parlementaire, pour moi, elle doit sauter. Et il n'est pas question que les personnes, les gens d'en bas, la France d'en bas, comme on dit si bien, puissent se serrer la ceinture, puissent se voir enlever les APL, les bourses, puissent se voir diminuer pas mal de choses, et que ces gens-là continuent à avoir des réserves parlementaires, à avoir des mannes financières pour pouvoir procéder à du clientélisme. En tout cas, on s'aperçoit que finalement tous ceux qui, les anciens ministres ou ceux qui ont plus de postes cherchent à être députés à tout prix. Mais donc c'est que forcément la gamelle elle est bonne, non? 90 millions de réserves parlementaires pour les députés. Moi, sincèrement, je veux dire, pour moi, ces débats-là, ils sont un peu limite surréalistes. Jusque tant qu'on n'indexera pas le salaire des députés au salaire moyen des Français, et qu'au contraire, non seulement ils ont un salaire mirobolant et qu'en plus ils ont tous ces avantages-là. Enfin. Il y a deux enveloppes qui est allouées aux députés. Il y a 90 aux députés et 55 aux sénateurs. Ouais. Millions, on parle de millions, bien sûr. Et comme si le député, cet argent-là, il allait le donner comme ça à ses opposants politiques. Mais non. C'est 130, oui, justement. Hein. Il n'y a pas de neutralité, d'impartialité, et 130 000 euros à peu près par an. Par personne, par député. Ouais. Donc c'est quelque chose qui n'est pas normal dans le système où on nous demande de faire des efforts. Nous sommes en crise financière. Et au moment même d'ailleurs où le gouvernement annonce que l'allocation logement sera baissée, tout à fait, des APL, de 5 € pour tout le monde, comme ça pas de jaloux, 5 € pour tout le monde à partir de la rentrée. Alors que dans le même temps, un article du Parisien parlait de la suppression purement et simplement de l'APL à la rentrée, samedi matin. Mais Christophe, en revenant sur la réserve parlementaire, qui la finance, qui la paye, cette réserve parlementaire? C'est nous. C'est nous. Ah bah oui. Voilà. Ah bah oui. Pourquoi on continuera à financer ce genre de choses? Oui, la question est posée. Alors c'est vrai que dans cette réforme, il y a aussi beaucoup d'autres sujets, vous savez, qui visent à essayer de limiter la durée d'un député. Par exemple, il ne pourra pas se présenter plus de 3 fois. Ça, c'est une bonne chose, non? Oui, mais il y a une chose qui m'a choqué, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est concernant l'inéligibilité. Oui. Les délits sexuels ne seront pas pris en compte. Ah bon? Oui, tout à fait, ça a été revu par une femme. C'est incroyable. Ouais. Donc, à un moment donné... il y en a tellement qui seraient concernés. Non, mais peu importe, c'est quand même suffisamment grave un délit sexuel. Ah oui. Donc voilà, c'est pas une condition d'inéligibilité. Apparemment, ils étaient en train de remoduler ça. Les sénateurs y étaient opposés.
Alors, Yasser, est-ce que le fait, par exemple, je prends un autre exemple, de limiter le nombre de députés à l'Assemblée nationale et de baisser ainsi d'un tiers, et passons ainsi de 577 à 350 députés, c'est une bonne chose? Baisser le nombre de députés, c'est une très bonne idée, mais par contre, il faut aussi revoir le mécanisme qui permet d'être député et de le rester. Ouais. Donc c'est ça qui pose problème. C'est très bien que pour devenir député en France, c'est pas accessible à tout le monde. Sauf si on vient, on fait partie d'un parti très bien financé et qui connaît parfaitement les rouages de ce qu'on appelle les enceintes du pouvoir. Ouais. Donc voilà, moi sincèrement là-dessus, c'est des mesurettes. Donc c'est une bonne chose qu'on réduise le nombre de députés, mais tant qu'on va pas jusqu'au bout et à démanteler cette mécanique qui permet d'avoir des incompétents à l'Assemblée nationale et des conflits d'intérêts. Ouais, bon, on aura des demi-mesures et on continuera à avoir les mêmes soucis. Déjà revoir le scrutin, ce serait déjà une bonne chose. Oui. Le mode de scrutin pour l'élection des députés, ce serait une bonne chose de voir. Et puis, plus on avance, et plus je me dis, est-ce que l'élection est forcément un vrai instrument démocratique? Oui, ça on peut se poser la question. Tiens, une petite info au passage, vous savez que rue Solferino, le siège du Parti Socialiste, il est en vente. Il n'est pas en vente. Oh non, dommage. Il le loue. Et le loue pour faire quoi? Une série pour Canal Plus à la rentrée. Faut payer le loyer, à mon avis. Bah, bien sûr, c'est clair. Ouais, c'est ça. Donc, Solferino. On n'a que ce qu'on mérite, hein. Ouais. Bon. Il est par terre, ce parti. Ben oui, mais ils ont pas les idées, mais le parti, en tout cas. Ils ont ce qu'ils méritent. Oui. Allez, dans un instant, les coups de cœur. Yasser, tu nous en as trouvé un, j'en suis sûr. Bien sûr. À tout de suite. Restez là avec nous, le grand forum. Yasser Louati et Jean-Marc Zébélus qui sont avec nous en ce lundi. Dernière semaine de ce LGF avec vous en direct aujourd'hui, en ce lundi, avec monsieur Yasser Louati et monsieur Jean-Marc Zébélus qui vont à présent, et pour finir cette partie interactive, nous confier leur coup de cœur. Et bien on y va avec donc le jingle pour les coups de cœur de ce lundi. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors on va commencer avec Zébélus pour son coup de cœur aujourd'hui. Oui, c'est Strauss-Bonnard. On parlait justement qui a instigé justement un projet disant que l'État songe à diplômer d'un CAP petite enfance les jeunes parents après un congé parental. Je trouve ça pas mal si ça peut aider, si ça peut permettre aux gens de s'insérer, parce que c'est pas toujours facile quand on sort d'un congé parental ou quand on est jeune et qu'on a eu un enfant. C'est parfois et si on se retrouve seul, c'est parfois très difficile à gérer. Donc cette secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes vient de lancer un pavé dans la mare en quelque sorte pour accroître l'insertion professionnelle des jeunes mères. Elle souhaite faire valider la période qu'elles ont passée à élever leur enfant par un diplôme. Donc il s'agit, selon ses propos, de transformer cette expérience de jeunes parents en CAP à la petite enfance, en diplôme d'État ou en brevet d'aide éducatrice de jeunes enfants. Les jeunes parents sans diplôme pourraient ainsi suivre un parcours diplômant avec formation, examen après leur congé parental. Très bien. On sait d'ailleurs que le budget a fortement été revu à la baisse pour justement ce secrétariat d'État d'égalité homme-femme. Yasser Louati. Pour moi, c'est pour la mobilisation hier en la mémoire de Adama Traoré qui a eu lieu hier à Beaumont. C'est samedi, non? En fait, c'est sur 2 jours. Oui. Sur 2 jours. Et encore une fois, c'est... on sait très bien qu'il y a une bataille de l'opinion qui doit être gagnée, en plus de la bataille judiciaire qui est engagée. Et encore une fois, ça montre que l'énergie ne manque pas pour soutenir ces deux initiatives. Cette initiative, mais j'aimerais d'abord, c'est non seulement un coup de cœur pour le comité Adama qui continue à faire son travail malgré la répression à laquelle ils font face. On sait bien que la famille Traoré subit de plein fouet les intimidations de l'État, mais c'est aussi pour un soutien aussi aux autres comités qui sont quand même restés invisibles ou qui ont quand même été invisibilisés. Donc j'espère que le soutien pour la mémoire de Adama Traoré servira aussi les autres familles de victimes. Je pense particulièrement à la famille de Babacar Gueye, où vraiment sa sœur est vraiment désemparée et n'est pas vraiment soutenue. Sa cause n'a pas été vraiment relayée à travers le territoire. Donc encore une fois, c'est soutien au comité de familles de victimes des violences policières, en espérant malheureusement, ça reste un vœu pieux, qu'il n'y aura plus du tout. Mais encore une fois, tout cela repose sur le combat que chacun d'entre nous peut mener.
Et on sera emmené en reparler parce que notre ami Youssef Brakni va nous faire un an de bilan, une espèce d'un an de bilan de justement de mobilisation autour de la famille Traoré, parce que Yasser, il faut le rappeler, il y a eu donc Adama Traoré, donc qui est un rapport aussi qui dit d'ailleurs qu'il est mort avant l'arrivée des secours. Voilà, ouais. Voilà, ça c'est très intéressant. Et surtout les deux frères Traoré qui sont en prison, hein, je crois, encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc pour des délits à chaque fois. Voilà. Non, c'est de l'intimidation. On voit très bien que l'État ne comprend que les rapports de force. On est vraiment face à un gang organisé qui s'appelle l'État et qui se comporte comme tel. Sauf que là, on a le voile de la respectabilité républicaine pour des pratiques qui sont vraiment de voyous à la petite semaine. Ouais. Jean-Marc, là-dessus, l'affaire Traoré, on en parle un peu dans la presse, mais c'est rapide, vite fait, quoi. La mobilisation qui était quand même importante du côté de Persan-Beaumont ce week-end et qui a réuni d'ailleurs la plupart des familles qui ont été victimes de violences policières. En fait, on nous a dans la presse, on nous a un petit peu relayé les échanges qu'il y a eu entre la gendarmerie et les différents services de secours. Ça démontre exactement ce que cette folie meurtrière. Ça démontre quelque part aussi que on ne respecte pas les droits des citoyens, alors que les premiers qui devraient le faire et nous protéger, c'est bien la gendarmerie et la police. Et je dis bien, c'est pas de la généralité, mais dans cette affaire, on est face à un exemple typique où la police, la gendarmerie, certains individus s'octroient plus de droits qu'ils en ont et se comportent comme des voyous. Yasser Louatia, est-ce qu'il part en vacances ? Normalement, oui. Ah, très bien. Bon, il reviendra tout bronzé à la rentrée alors. Bon, bronzé, je sais pas, mais j'espère reposer un peu. Bon, très bien. Bonnes vacances en tout cas, Yasser, et puis merci à la rentrée. Lundi 28 août, tu seras là ? Parce que le lundi, c'est le Wati ? Toujours. Bon, merci, bonnes vacances, Yasser. Merci à toi aussi. Jean-Marc, on te retrouve mercredi. Tout à fait. Demain, vacances. Avec nous, Maïssa Leroy, Youssef Brakni et Hossein Ras. Demain, on va se régaler aussi entre 16h et 18h30. Vous pouvez continuer à laisser tous vos messages, vos réactions à l'émission au 06 18 21 56 41. On est à l'heure et ça a le mérite d'être signalé aujourd'hui. Il est pile 18h. Bon début de soirée. Merci de votre fidélité. Le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Plusieurs incendies aujourd'hui. Selon les pompiers du Vaucluse, un incendie s'est déclaré ce matin dans le département et a déjà parcouru 400 hectares. L'autoroute A51 est coupée dans les deux sens. À Fréjus, dans le Var, un feu s'est également déclaré dans le centre-ville, occasionnant la coupure temporaire de la ligne SNCF. À l'autre bout du département, Sifour-les-Plages a également été le théâtre d'un départ de feu. Les GMES dans l'attente, ils sauront ce soir si leur entreprise sera liquidée ou si elle bénéficiera d'un nouveau sursis pour étudier la reprise. Le tribunal de commerce de Poitiers se prononcera à 18h sur l'offre de GMD, le numéro 1 français de l'emboutissage, qui ne prévoit de reprendre que 120 salariés sur 277. Les prix des carburants poursuivent leur hausse à la pompe. Selon de nouveaux chiffres officiels, le gazole a vu son prix progresser de 0,73 centimes en moyenne à 1,18 € le litre la semaine dernière. Le prix du litre d'essence sans plomb 95 s'est pour sa part renchéri de 0,58 centimes à 1,32 €. Le prix du sans plomb 95 contenant jusqu'à 10% d'éthanol a pris 56 centimes. Et puis le litre de sans plomb 98 a progressé de 55 centimes. Paris, capitale de la lutte contre le sida, c'était l'ouverture hier de la conférence internationale de recherche sur le VIH. De nombreux scientifiques sont réunis jusqu'à mercredi au Palais des Congrès. En revanche, Emmanuel Macron est le grand absent. Chahuté hier lors d'un discours de la ministre de la Santé, le président reçoit des responsables associatifs cet après-midi à l'Élysée. Une nouvelle flambée de violences meurtrières à Jérusalem et en Cisjordanie. Elle est au menu d'un conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit en urgence aujourd'hui en fin d'après-midi. Ces violences ont fait 8 morts en 4 jours dans les deux camps. À l'origine du conflit, l'installation de détecteurs de métaux sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.